Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Michel Kafondo nommé président par intérim au Burkina Faso. Le comité de transition l'a annoncé ce lundi, un premier pas vers un retour à la démocratie dans le pays. Manifestation en faveur des droits de l'homme au Maroc. Plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées ce dimanche devant le Parlement à Rabat pour protester contre les restrictions auxquelles font face certaines organisations. Et puis, en Algérie, la Sonatrach était jusqu'ici la seule entreprise à pouvoir investir à l'étranger. Ce n'est désormais plus le cas. Toutes les entreprises algériennes, publiques comme privées, peuvent désormais en faire de même. Mais avant de développer ces titres, c'est une victoire importante pour l'armée nigériane. Selon son porte-parole, les soldats nigérians, épaulés par des miliciens locaux, ont repris ce dimanche le contrôle de la ville de Chibok dans le nord-est du pays. La localité avait été conquise le 13 novembre par le groupe islamiste Boko Haram après plusieurs heures de violents combats. Il s'agit donc là d'une victoire symbolique pour le pouvoir nigérian. La transition politique est amorcée. Le diplomate Michel Kafondo a été désigné chef de l'État intérimaire ce dimanche 16 novembre. Il a la charge de conduire le processus de transition jusqu'aux élections prévues en novembre 2015. Aminata Diak. Le diplomate Michel Kafondo a été désigné par consensus ce dimanche 16 novembre 2014 président de la transition du Burkina Faso. Il a été élu par un collège de 23 membres, en majorité des civils. L'ancien ambassadeur auprès des Nations Unies va ainsi assurer l'intérim jusqu'aux élections présidentielles et législatives prévues en novembre 2015, une fonction qu'il promet d'assurer sans ménagement pour atteindre l'objectif fixé. Le chef de l'État vient de me désigner pour conduire la transition. Plus qu'un honneur, c'est une redoutable responsabilité qui m'échoit, dont j'entrevois déjà les écueils et l'immensité de la tâche. J'ai naturellement accepté, comme chaque fois lorsque j'ai été sollicité par le devoir et l'intérêt supérieur de la nation. D'ores et déjà, je prends l'engagement, au nom du gouvernement et des autres organes de la transition, que nous ne ménagerons aucun effort pour relever le défi. Il y va de notre crédibilité, il y va surtout de l'avenir de notre cher pays. Une tâche importante attend le nouveau président de la transition qui devra poser les jalons d'un nouveau départ. Il s'agit de préparer les élections, mais pas seulement. Il s'agit aussi de maintenir le consensus politique qui existe aujourd'hui et le transformer en un nouveau régime politique. Et il s'agit enfin de respecter l'esprit de la révolution burkinabé. Ce sont des missions-là qui sont à la fois importantes et qui rendent la tâche délicate, voire même complexe. Mais les qualités de l'homme peuvent permettre d'espérer, les qualités de la société peuvent permettre d'espérer qu'il arrivera sans encombre à remplir ces missions-là. La désignation de Michel Kafondo doit encore être confirmée par le Conseil constitutionnel avant d'être définitivement validée. Le président de la transition devrait par la suite être investi le 21 novembre prochain. Manifestation pour les droits de l'homme au Maroc. Ils étaient plusieurs centaines dans les rues de Rabat ce dimanche pour dénoncer les entraves aux activités de certaines organisations de droits de l'homme. Les protestataires appellent les autorités à mettre un terme à l'escalade des interdictions. Anan Faro. Au Maroc, les défenseurs des droits de l'homme se mobilisent contre la multiplication des interdictions de leur activité. L'Association marocaine des droits humains a organisé un rassemblement ce dimanche 16 novembre devant le Parlement à Rabat. Des centaines de militants ont pris part au sit-in. Dans un communiqué, l'AMDH fait état de près de 50 interdictions de ses activités depuis juillet. Nous n'avons pas le droit d'organiser des manifestations, des activités de formation ou des conférences. Ces interdictions sont faites en contradiction de la loi, puisque les activités que nous faisons sont interdites souvent par simple coup de téléphone. On a écrit aux responsables, ils n'ont pas réagi. Selon le gouvernement, aucune consigne d'interdiction n'a été donnée et les associations peuvent se réunir tant qu'elles respectent les procédures. En juillet 2014, le ministre de l'Intérieur Mohamed Assad avait tenu des propos fermes à l'encontre des associations de droits humains. Les services de sécurité
se trouvent confrontés, dans l'accomplissement de leur mission, au comportement de certaines associations qui s'activent sous le couvert de la défense des droits de l'homme, mais qui n'hésitent pas à adresser les accusations à ces services dénués de tout fondement, comme l'enlèvement, la torture et la détention arbitraire. La protestation des défenseurs marocains des droits de l'homme intervient à moins de 15 jours de la tenue à Marrakech du Forum mondial des droits de l'homme. La MDH et ses 97 sections régionales annoncent déjà un possible boycott de la rencontre. Les entreprises algériennes peuvent désormais investir à l'étranger après plusieurs années de réclamation. Le Conseil de la monnaie et du crédit a finalement validé une directive de la Banque d'Algérie permettant à des opérateurs économiques publics et privés de transférer des capitaux à l'étranger pour la création d'entreprises. Explication avec Aminata Diak. Les entreprises algériennes publiques et privées désormais autorisées à investir à l'étranger. L'annonce publiée par la Banque d'Algérie le 12 novembre 2014 au journal officiel assure que toutes les entreprises de droit algérien pouvaient transférer des capitaux pour acquérir des entreprises ou ouvrir des bureaux de représentation à l'étranger. Jusqu'à ce jour, seule l'entreprise nationale d'hydrocarbures, Sonatrach, avait accès aux marchés étrangers. Une bonne nouvelle pour les opérateurs économiques algériens. C'était une demande exprimée par les chefs d'entreprise algériens depuis des années. Eux qui voulaient s'implanter notamment dans le marché maghrébin, le marché arabe et également le marché africain. Et aussi le marché européen. Et c'est une bonne chose parce que d'abord, ça permet à l'industrie algérienne, et notamment aux industriels, surtout dans le secteur agroalimentaire notamment, d'avoir plus de marchés, d'avoir plus d'accessibilité au marché mondial, d'être connecté un peu au flux des capitaux et des finances mondiaux, puisque l'Algérie reste dépendante en grande partie de l'exportation des hydrocarbures, gaz et pétrole, et qui reste peu connectée à l'économie mondiale, notamment en matière d'industrie. Pour certains observateurs, ce nouveau règlement pourrait permettre de consolider et de développer les activités des entreprises algériennes longtemps désireuses d'investir à l'étranger. Cela va booster un peu les exportations puisqu'il est demandé aux chefs d'entreprise qui vont s'implanter à l'extérieur de réexporter d'une certaine manière les devises mais avec un certain niveau donc de capitalisation mais également de bénéfices qui pourraient éventuellement permettre à l'économie algérienne de se moderniser davantage mais également de se diversifier. Et c'est bien puisque depuis longtemps il y avait une chef de plan, il y avait une certaine bureaucratie financière qui empêchait toute exportation de devises et de capitaux pour s'implanter sur le marché extérieur. Les entreprises algériennes partent à la conquête de l'international mais à certaines conditions. Elles devront remplir 4 principaux critères. L'entreprise doit d'abord investir à l'étranger dans un secteur en relation directe avec son activité principale en Algérie, mener une activité d'export, utiliser ses fonds propres pour effectuer son investissement à l'étranger. Enfin, elle doit détenir 10% du capital dans la société étrangère. Dans l'actualité également, l'Organisation mondiale de la santé craint une nouvelle vague de contamination du virus Ebola. Elle préconise alors un renforcement des mesures de prévention et de précaution, d'autant plus que cette nouvelle vague s'annonce plus sévère. Sali Ganem. Plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, dont la République démocratique du Congo, la Sierra Leone et la Guinée, sont touchés par l'épidémie d'Ebola. Le Mali n'a pas fait exception puisqu'il connaît à son tour un cas d'infection. Les organisations mondiales craignent une propagation du virus dans le pays. En effet, les autorités sanitaires mondiales estiment que la population malienne doit absolument se préparer à une deuxième épidémie d'Ebola. D'après eux, elle sera plus grande et plus dangereuse que la première épidémie. Nous devons être réalistes. Si nous suivons plus de 200 personnes, nous avons besoin d'identifier très rapidement tout nouveau cas et cela peut arriver. Nous sommes de plus en plus prêts pour ça. Nos équipes contrôlent les patients 2 fois par jour en s'apprêtant à voir de nouveaux cas. C'est possible. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest essaie de retracer plus de 400 personnes qui ont été en contact avec les patients Ebola confirmés et probables. Selon les responsables, au moins 4 cas d'Ebola ont été confirmés et 2 autres, dont un imam de la Guinée et son infirmière, sont suspectés d'être morts à cause de ce virus mortel. Normalement, la personne n'aurait jamais dû quitter la Guinée pour venir dans le but d'être traitée au Mali. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la frontière. Et d'autre part, à la clinique, je ne peux pas comprendre que le médecin est entré en contact et qu'il puisse recevoir le patient de Guinée avec une insuffisance rénale. Cette fièvre n'est pas Ebola. Ils ont fait une erreur. Ils ne le signalent pas. Et même quand les infirmières sont malades, elles ne le disent pas.
Pour rappel, d'après le bilan publié ce vendredi 14 novembre par l'Organisation mondiale de la santé, le nombre des morts liés à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola s'élève à 5177 personnes dans 8 pays de l'Afrique sur 14 413 personnes infectées par le virus. Du sport à présent, la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations à 2015 s'est clôturée. Le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Zambie, le Burkina Faso et le Gabon ont obtenu leur ticket de qualification et rejoignent ainsi l'Algérie, le Cap-Vert, la Tunisie et la Guinée équatoriale qualifiées d'office en tant que pays organisateur. Dans le groupe A, l'Afrique du Sud a battu le Soudan 2-1 alors que le Congo s'est incliné face au Nigeria 2-0. Dans le groupe B, le Malawi est sorti vainqueur du duel qui l'opposait au Mali 2-0 et l'Algérie s'est imposée face à l'Éthiopie 3-1. Dans le groupe C, l'Angola et le Gabon se sont neutralisés sur le score de 0 but partout alors que les étalons du Burkina Faso ont battu le Lesotho 1-0. Dans le groupe D, victoire du Cameroun face à la République démocratique du Congo 1-0. La Côte d'Ivoire a pulvérisé la Sierra Leone 5-1 pour se relancer dans la compétition. Dans le groupe E, l'Ouganda et le Ghana ont 1-0 et le Togo, Guinée 1-4 pour le Sili national. Dans le groupe F, le Mozambique s'est incliné face à la Zambie 0-1 et le Cap-Vert s'est imposé face au Niger 3-1. Et enfin, dans le groupe G, le Sénégal a battu l'Égypte 1-0 et le Botswana et la Tunisie ont fait match nul 0 but partout. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.